Bienvenue sous les jupes des romances, le podcast décomplexé sur le genre littéraire de la romance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'essaye de comprendre pourquoi la romance est toujours un genre ultra méprisé. T'as de beaux yeux, tu sais. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Il dépendra donc jamais celui-là? Mon activité, c'est d'écrire des histoires d'amour et donc j'adore en lire aussi. Je me demande ainsi régulièrement pourquoi la romance est autant méprisée par autant de personnes. Quand je dis que je suis autrice, tout le monde réagit d'abord de la même façon, avec beaucoup d'admiration et un peu d'envie. Puis quand je précise que j'écris des romances, l'admiration se crispe un poil. Comme si écrire des romances était carrément honteux. D'un coup, mon activité perd en superbe, je te l'accorde. Elle se classe alors dans celle qu'on regarde en biais, avec parfois de la condescendance, tantôt du mépris, et puis souvent un petit mélange des deux. Pourquoi la romance est-elle autant méprisée par le grand public ? Quand on sait que c'est un des genres les plus lus en France, et je ne parle pas du reste du monde, ça interroge. Des sites de statistiques de vente tels qu'Edistat le prouvent, et des sites aussi comme Amazon, avec son top 100 général, le prouvent également parce que des romances s'y classent régulièrement en tête. Alors pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un rappel sur la définition de la romance. Je prends pour base la définition du genre sur laquelle tout le monde se met d'accord. Tu peux la retrouver dans son intégralité sur le site de la RWA. C'est en anglais, d'ailleurs, c'est la Romance Writers of America. Je ne sais pas pourquoi j'essaye de parler anglais, mais bref. J'en extrais ici les prérequis pour qu'une œuvre de fiction soit une romance. Il faut d'abord qu'un couple soit au centre de l'histoire, et il faut que la fin soit heureuse pour ce couple. C'est aussi simple et compliqué que ça. C'est simple parce que finalement, on se concentre sur deux éléments qui sont assez clairs, il n'y a pas d'ambiguïté, mais c'est compliqué parce qu'il est bien entendu plus difficile qu'il y paraît d'écrire une romance. Alors si on comprend bien, dans la romance on parle d'amour, c'est un sujet qui est universel, qui revient souvent dans des tas de films, de séries et même dans d'autres types de fiction qui ne sont pas à proprement parler de la romance, donc pourquoi la romance est-elle encore si méprisée ? Après tout, elle se contente de raconter la vie et l'accomplissement que beaucoup de personnes recherchent. Elle offre une fin qui ne donne pas envie de se pendre avec le fil de sa souris, et puis comme on a tous plus ou moins des souris Bluetooth maintenant, ça serait de toute façon compliqué. J'ai ma petite idée bien sûr, ce n'est que ma théorie, mais elle peut donner un début de réponse. Sinon, ce podcast n'aurait aucun intérêt. Est-ce que la romance serait méprisée parce qu'elle est has-been ? Aujourd'hui, présenter des histoires qui véhiculent l'idée que le bonheur ne peut se décrocher qu'à deux, c'est un peu limitant. Car le postulat de la romance implique que, sans fin heureuse, vivre n'a pas la même saveur. Et là, on tombe carrément dans un schéma hétéronormé, celui que le patriarcat s'est appliqué à instaurer, voire à marquer au fer rouge dans les esprits. Si je lis une romance, donc, selon l'opinion publique, c'est que je suis probablement une ménagère frustrée de moins de 50 ans. Je suis malheureuse dans mon couple, si toutefois j'ai l'immense privilège d'être en couple, car toujours dans l'inconscient collectif, si j'aime autant ces histoires mièvres qui se finissent bien, c'est aussi que je suis vieille fille, qui est un autre concept très ancré dans notre société patriarcale. Là, dans ce cas, si c'est vraiment la vision que les autres ont de la romance, je peux comprendre pourquoi elle est méprisée. Si on se limite à ça, on réduit la romance à un outil dont le but est d'enfermer les femmes dans un autre cliché. Donc non, la romance n'est pas le miroir du bonheur. En réalité, je peux tout simplement aimer lire des histoires dans lesquelles je sais que tout finira par s'arranger. Par exemple, si je sature des mauvaises nouvelles qui s'accumulent dans le monde, jour après jour, qu'est-ce que je peux faire ? Prendre le temps de m'évader dans une fiction que je sais imaginaire, c'est une option. Si la guerre en Ukraine et la situation catastrophique pour les femmes en Iran et dans le monde, soyons réalistes, me déprime, j'ai malgré tout le droit à une tranche d'utopie. Est-ce que ça signifie forcément que ma vie n'a pas de sens si je suis célibataire ? Absolument pas. La romance ne dit pas que tu as tout loupé si tu n'es pas dans une relation de couple. Mais je comprends qu'on puisse voir les choses sous cet angle. Parce que le fait est que oui, la romance a souvent donné comme modèle à suivre aux femmes une situation idéale. Et les femmes représentent plus de 80% du lectorat, toujours selon le site de la RWA. La situation idéale, ce serait donc celle de la femme qui s'accomplit enfin dans les bras d'un homme. Elle qui était incomplète, comme le suggère Platon dans sa vision de l'amour dans le banquet, et qui a passé son existence à errer sans but, déniche enfin sa moitié. Et là, on est d'accord que la lapidation de la romance est méritée. Mais cette représentation est erronée, car aujourd'hui, elle a heureusement évolué. Quand on y regarde de plus près, la littérature de genre, que ce soit la romance ou pas, est très codifiée. Les codes sont là selon les attentes du lectorat, ils sont pas là au hasard. Et ce sont eux qui vont permettre de dire si une histoire est une romance ou pas. Il existe tout
un tas d'autres codes qui servent le genre et qui permettent d'affiner son classement. On va ainsi retrouver des schémas assez classiques, comme le bad boy et l'héroïne ingénue, ou le milliardaire et la simple libraire, et j'en passe des tas que tu dois déjà connaître. Dans ces schémas qu'on achetait au poids dans les années 70, 80 et même jusque dans les années 90, la morale était que l'héroïne ne pouvait s'accomplir sans un homme, ni dans sa vie privée, ni dans sa vie professionnelle. Et je ne parle bien entendu pas de sa vie sexuelle, elle n'était même pas censée en avoir, sans l'intervention divine du héros. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans lui ? Eh bien, sans lui, aujourd'hui, l'héroïne moderne s'en sort. Elle sait même où se situe son clitoris avant qu'il le lui indique, c'est dire. Elle réussit ce qu'elle entreprend et si elle souhaite trouver l'amour, eh bien ça la concerne. Mais ce n'est pas l'objectif autour duquel tourne l'intégralité de son existence. Bien sûr, quand on écrit une romance, on sait que pour pouvoir la commercialiser sous cette étiquette, il faut qu'elle réponde aux 2 codes de la définition. Mais c'est toujours une histoire de marketing, et d'ailleurs c'est à ça que servent les codes. Le reste de l'histoire, c'est là qu'on peut intervenir pour mettre un terme au mépris envers la romance. S'approprier les codes, c'est affirmer qu'on a bien compris que la pauvre héroïne perdue, qui trouve le salut dans les bras d'un grand chirurgien brutal et autoritaire, eh bien ça ne suffit plus. Ces schémas sexistes, si on ne les a pas encore tous éradiqués, sont pour une grande partie restés entre les pages jaunies des harlequins de nos grands-mères. Et pour en avoir lu quelques-uns pour mes recherches, je peux affirmer que ça y sent fortement la naphtaline dans ces bouquins. Ce que je dis ici, eh bien, c'est que oui, dans une romance, le couple finit effectivement ensemble d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est en rien la finalité qui apporte le bonheur ultime à l'héroïne. Et du coup, ça justifie pas que la romance soit méprisée. L'important, à mon avis, est de se rappeler que si elle finit en couple dans une romance, ça ne signifie pas qu'une femme ne peut être heureuse en dehors de ce schéma. Et ça, on a 1000 façons de le montrer quand on écrit une romance. L'héroïne peut tout à fait être épanouie, tomber sur l'amour de manière imprévue, et puis se dire, ça me convient. Est-ce qu'elle cherchait à tout prix à se caser ? Non. Est-ce qu'elle a d'autres préoccupations ? Oui, elle en a des tonnes. Elle ne se résume pas à être celle que le héros pourrait vouloir qu'elle soit. Ça, c'est fini. Au contraire, elle s'affirme, elle refuse d'être enfermée dans une cage dorée, et puis elle déclare aimer le sexe dans sa relation. Elle montre à l'autre ce qu'elle aime, sans qu'il arrive, tel ange Gabriel, pour lui annoncer qu'elle peut avoir un orgasme sans pénétration. Elle le savait déjà. Elle revendique les mêmes droits que le héros, et tape du poing quand elle n'est pas contente, sans pour autant être présentée comme une hystérique. La colère lui est alors tout autant légitime que celle d'un homme. Et bien sûr, elle n'est pas parfaite pour autant. Elle fait des erreurs, tout comme le héros. L'objectif n'est plus alors de combler un manque chez l'héroïne qui n'était que la moitié d'elle-même, toujours si on se réfère à Platon et sa vision de l'amour. Il s'agit au contraire de montrer comment 2 personnes parviennent à trouver un équilibre ensemble. Et ensemble, c'est-à-dire sans que l'un ne s'efface au profit de l'autre. C'est d'après moi la romance 2.0 qui se développe depuis une dizaine d'années en France. Elle met à l'honneur des relations horizontales, équilibrées et saines. Et je ne parle bien entendu pas des histoires du type de 50 nuances de Grey. J'évoque plutôt des romances moins popularisées, d'autrices francophones, qui injectent la fameuse frontage que le monde entier soit critique, soit nous envie en amour. Ma mère me racontait par exemple que vers le début des années 70, alors qu'elle était en Espagne en vacances, elle a découvert la réputation des Français. Une jeune fille espagnole lui a résumé ça de cette façon. Quand les vacances arrivent, les filles se planquent par crainte des garçons français entreprenants, et les garçons sont contents car les Français sont faciles. Bon, passons sur les préjugés, mais quoi qu'il en soit, ce que cet espagnol de l'époque appelait facile peut aussi être compris comme libre. Tout est une question de point de vue, et c'est celui-ci que je décide d'adopter. D'ailleurs, on n'a pas encore totalement démocratisé la romance que j'évoque dans cet épisode. Il existe aussi, malheureusement, toujours des histoires rétrogrades qui entérinent le mépris sur lequel on s'interroge. Donc pourquoi la romance est autant méprisée que populaire finalement, et surtout pourquoi c'est la version has-been qui définit aujourd'hui le genre davantage que la romance émergente qui est tellement plus intéressante. Sûrement parce que la liberté, finalement, c'est pouvoir choisir ce qui nous convient. Bon, alors bien sûr, ça me désole qu'on continue de mettre à l'honneur des histoires dignes des années 80. Tu sais, lorsque le riche médecin s'entichait de la petite infirmière ingénue et elle avait tellement de belles étoiles brillantes dans les yeux lorsqu'il posait les siens sur elle, etc., etc. Mais là, il s'agit que de mon avis, bien sûr. Mais comme le dit Titulcock dans La Post-Simone, au sujet des influenceuses qui se mettent en scène en parfaite petite épouse des années 50, eh bien tout ça, ça ne sert pas la cause. C'est ce que je pense également des romances qui essayent de perpétuer ce fameux schéma hétéronormé. C'est-à-dire le schéma qui définit qu'un couple, finalement, c'est un homme, une femme, et que dans ce couple, l'homme comble la femme. Je résume grossièrement, mais on se comprend. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, on fait la révolution dans la romance.
Aujourd'hui, on peut écrire une romance avec un bad boy si on prend le temps au préalable de redéfinir le bad boy. Non, un homme qui frappe une femme n'est pas sexy et ce n'est pas ça qui fait de lui un rebelle, c'est ce qui fait de lui un agresseur. Tout ça est tellement bien expliqué dans le podcast Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon que je préfère t'inviter à écouter l'épisode qui y est dédié plutôt que d'en parler beaucoup moins bien. La solution est, à mon sens, de s'approprier les codes, de les mettre au goût du jour et d'écrire des histoires d'amour qui sont certes focalisées sur le couple et se finissent bien, mais ne s'en tiennent pas à des définitions basiques. Remodeler un schéma pour qu'il convienne à une mentalité saine et égalitaire ne signifie pas systématiquement d'avoir à sortir des cases. On peut tout aussi bien refaire la déco, changer les meubles de place et ajouter des plantes vertes pour purifier l'oxygène sans avoir à déménager. Et sur cette métaphore plus que moyenne, ma réflexion sur la raison pour laquelle la romance est méprisée s'arrête ici. Mais je t'invite à poursuivre la tienne en commentaire, bien sûr. C'était Florana et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, ce serait top que tu prennes un moment pour liker, commenter, t'abonner et partager parce que ce serait super encourageant pour moi. Je te donne aussi rendez-vous sur florana.fr, FLEURHANA.fr pour retrouver toutes les ressources offertes aux autrices et lectrices de romance. Merci!